Il y a peu de lieux qui renferment dans un territoire aussi restreint autant de localités célèbres dans le monde que celui du golfe de Naples. Terre où l'histoire, l'art, la culture s'unissent à la formidable beauté de l'environnement, créant une conjonction unique et qui peut-être ne peut se répéter. Notre voyage commence à Naples, ville aux 1000 aspects connus et chantés depuis toujours dans le monde. Le panorama le plus célèbre est celui que l'on peut admirer de la Via Orazio. Au-dessous de nous, le petit port de Mergellina, animé par des centaines d'embarcations et par le passage continuel de petites barques qui conduisent les visiteurs dans tous les coins du golfe. Plus loin, nous trouvons un autre petit port, Santa Lucia, où de nombreux hôtels très célèbres donnent sur la rue Caracciolo. Le Castel del Lovo, une splendide forteresse médiévale parfaitement conservée, comme tant d'autres monuments de la ville, ferme le petit port, l'un des symboles du panorama et de la ville. Et nous voici, place Trieste et Trento, au cœur même de la ville. D'ici partent les rues les plus célèbres du centre historique, comme Via Chiaia. Non loin d'ici, nous pourrons redécouvrir l'autre Naples, la plus authentique, celle des ruelles de la vieille ville, un kaléidoscope d'émotions et d'images. Le plateau de cinéma vivant d'une ville qui semble ne vouloir jamais cesser d'apparaître et de jouer la comédie. Et voici la galerie Umberto Ier, qui est un arrêt obligatoire pour les Napolitains. Un décor majestueux, solennel, qui rivalise avec la galerie de Milan pour son faste et son élégance. Et juste en face, nous trouvons le très célèbre théâtre San Carlo, inauguré en 1737 et qui est encore aujourd'hui l'une des plus importantes scènes du monde. La place du Plébiscite est l'une des places les plus grandes et les plus majestueuses d'Italie, où domine le splendide mall du Palais Royal qui date du XVIIe siècle. Palais des Bourbons jusqu'en 1860. La façade est spectaculaire et majestueuse. Les intérieurs sont somptueux et splendides, enrichis par de nombreuses fresques et chefs-d'œuvre. Il y a beaucoup de lieux artistiques à visiter dans cette ville magique, comme le Musée national, où est conservée l'une des collections d'œuvres antiques parmi les plus importantes du monde. Un grand nombre d'œuvres qui sont exposées proviennent des fouilles d'Hercolaneum et Pompéi, comme d'autres appartiennent à la collection de la famille Farnese. Un autre grand château domine le centre de la ville et donne même sur le port. Érigé par Charles d'Anjou et reconstruit en 1442 par Alphonse d'Aragon, le château neuf, appelé Maschio Angioino, est encore aujourd'hui l'un des symboles de la ville, structure médiévale imposante et parfaite.
À 2 pas de Maslo Angioino, nous pouvons nous promener sur la grande place du Municipio, dominée par la chartreuse de San Martino. Une imposante colonne pleine d'histoire domine la place del Gesù Nuovo, à côté de laquelle on pourra visiter l'une des églises les plus chères aux Napolitains, la basilique de Santa Chiara, avec son splendide intérieur roman et le célèbre cloître Carlet. Une autre perle monumentale de la ville est le palais royal de Capodimonte qui date du XVIIIe siècle, annexé par la fabrique de céramique célèbre dans le monde entier. Et nous terminons notre visite de cette merveilleuse ville par l'un des endroits les plus intimes et peut-être les plus enchantés du Golfe, la petite plage de Mare Chiaro, où la très célèbre image du Golfe et du Vésuve ne finira jamais de nous étonner. Le lieu où la très célèbre Fenestella, chantée par l'un des plus célèbres poètes, Salvatore di Giacomo, symbolise un autre aspect magique de Naples, celui de la musique. La renommée du golfe de Naples dans le monde entier ne finit certainement pas par la visite de la ville. Les endroits célèbres et splendides qui accueillent les visiteurs de chaque langue sont en effet nombreux. L'une des excursions les plus réputées est celle du Vésuve, et surtout à la ville antique, qu'une terrible éruption remontant en 2000 ans a rendu définitivement célèbre, Pompéi. La monstrueuse éruption du Vésuve de 79 après Jésus-Christ a arrêté pour toujours la ville. C'était l'une des plus splendides et florissantes villes du Sud. Elle conserve une image miraculeusement intacte à travers les siècles et de nos jours, après une période de grands travaux de restauration, elle nous révèle de continuelles émotions, toute la splendeur, la technologie d'un monde qui semblait perdu pour l'éternité. Voici le temple d'Apollon. La basilique.
l'immense forum dominé par le temple de Jupiter. Et nous avons encore les thermes, lieu très fréquenté à l'époque. Les temples consacrés aux divinités les plus disparates. Les deux splendides théâtres où étaient représentés les comédies, les ballets, les spectacles musicaux. L'immense amphithéâtre où les habitants de Pompéi manifestaient tout leur fanatisme. La demeure était ornée d'extraordinaires chefs-d'œuvre, comme une célèbre mosaïque qui occupait la surface entière du plancher et qui représente l'une des batailles où Alexandre Magne a battu le roi persan Dario. Un véritable chef-d'œuvre composé d'1,5 million de petites tesselles colorées. Une autre maison célèbre est la Casa dei Vetti, qui appartenait à 2 esclaves affranchis, très riches, grâce au commerce. La maison est en très bon état de conservation et montre certaines fresques splendides de la ville. Et enfin, nous trouvons le coin le plus célèbre. Nous sommes dans la Villa dei Misteri, la Villa des Mystères, une grande demeure suburbaine située au nord de la ville. La splendide position panoramique qui, à l'époque de la catastrophe, avait été transformée en une grande exploitation agricole. Les fresques de la ville sont devenues très connues dans le monde entier. Nous reconnaissons surtout celles qui apparaissent dans les pièces et font l'objet d'une des plus extraordinaires peintures murales de l'Antiquité. Un véritable spectacle qui recouvre 3 pans de mur et semble-t-il représente les moments essentiels d'une cérémonie sacrée se rapportant au culte en l'honneur de Dionysos. Reprenons notre voyage pour aller à Sorrente, une autre localité parmi les plus célèbres du monde. Donnant sur une mer très bleue, la petite ville est entourée d'oliviers et d'orangers et dispose d'un équipement touristique et hôtelier parmi les plus importants d'Italie. La ville, dont la légende veut qu'elle soit le siège des fameuses sirènes, conserve encore d'intéressants souvenirs de son histoire millénaire. Mais ce qui frappe le voyageur, c'est l'extraordinaire air que l'on y respire dans une atmosphère de paix et de beauté. D'où l'appellation de « aimable ». Si nous poursuivons notre promenade, nous entrons dans une autre côte mystique, la côte amalfitaine. 50 km de route étroite et tortueuse
dont le premier tracé fut voulu, comme tant d'œuvres importantes du golfe de Naples, par de brillants rois bourbons qui ont gouverné Naples pendant plus d'un siècle. Le premier coup d'œil va à l'un des sites les plus célèbres, Positano, une poignée de maisons colorées suspendues en haut d'un rocher qui précipite vers la mer. Les ruelles tapissées de magasins qui ont inventé une mode exportée dans le monde entier. Restaurants, hôtels et bars pour tous les goûts, une plage où se reposer et où l'on peut admirer une mer très bleue, limpide et profonde. Nous voici à Amalfi, la petite ville qui donne son nom à toute la côte, fondée semble-t-il par les Romains au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est la république maritime italienne la plus vieille, et peu à peu, elle a pris une importance fondamentale dans le commerce maritime jusqu'à devenir une grande puissance maritime aux environs du XIe siècle. C'est pourquoi la ville put promulguer une série de lois qui, pendant des siècles, ont codifié les commerces maritimes dans toute la mer Méditerranée. De plus, la tradition attribue l'invention de la boussole à l'un de ses fils illustres, Flavio Gioia. L'œuvre artistique la plus importante de la ville est le dôme, qui remonte au XIe siècle et est construit dans un style arabe et normand exceptionnel. Nous montons maintenant à Ravello, un village minuscule mais spectaculaire, fondé probablement au VIe siècle, qui est arrivé à l'apogée de sa splendeur en 1200. L'endroit mérite absolument sa renommée. Sa splendide position, située à 350 mètres de hauteur, garantit un climat frais et salubre, auquel s'ajoute une atmosphère très particulière, faite de paix et de tranquillité. Ces églises, comme le dôme du XIe siècle, lui donnent un aspect artistique et ancien. Ces extraordinaires villas, témoignage de l'importance et de la richesse que ce lieu a été capable d'atteindre, offrent aux visiteurs l'un des panoramas les plus extraordinaires d'Italie. Nous sommes ici à Villa Ruffolo, qui remonte au XIIIe siècle. Elle est ornée de tours et de cloîtres en style arabo-sicilien. Une ville qui nous offre l'image la plus exaltante. Un jardin suspendu sur la mer, jouissant d'un panorama à couper le souffle, dont s'est même amouraché le grand Richard Wagner, un festival de la musique d'ailleurs lui est même consacré, qui y trouva l'inspiration pour compléter quelques-unes de ses musiques immortelles.
Nous nous déplaçons à présent sur le versant opposé du Grand Golfe que nous sommes en train de visiter, et nous arrivons à la mystérieuse zone des Campi Flegrei, un vaste territoire à caractère volcanique qui vaut la peine d'être visité. Nous sommes ici à Pozzuoli, une petite ville qui malheureusement est devenue célèbre pour les fréquents phénomènes de bradicisme qui font varier le niveau de la mer. Souvent les conséquences sont catastrophiques. C'est un phénomène sans aucun doute très ancien, d'après la présence de coquilles et mollusques à 3 mètres de haut sur les colonnes du Serapeo romain qui s'élève au centre de la ville et qui était destiné à une époque au marché. Un autre site célèbre de Pozzuoli est la Solfatara, une zone dont l'aspect fumeux et sauvage laisse imaginer la vie volcanique du sous-sol de la Campanie. Les solfatares sont des émanations de vapeur d'eau mélangée à l'anhydride carbonique et soufre à haute température. Celle de Pozzuoli occupe un ancien cratère éteint qui a une circonférence d'environ 2 km. Ici, l'atmosphère est dantesque. Le terrain noir bouillonne de boue et de vapeur, indice d'une terre vive et menaçante. Il ne faut pas s'étonner si les anciens étaient convaincus que cette zone était exactement celle qui conduisait aux enfers. Et enfin, nous voici à Cuma, l'une des plus anciennes colonies grecques en Italie, fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. De nos jours, la zone archéologique est riche en monuments anciens, comme le temple de Jupiter et Apollon sur l'acropole. Mais elle est devenue célèbre grâce à la présence du plus fameux sanctuaire de l'Antiquité, l'antre de la Sibylle Cumane, rappelé par Virgile dans l'Énéide et est considéré l'un des oracles les plus respectés et redoutés de l'Antiquité. Dans cet antre, creusé dans le tuf donnant lieu à une galerie de plus de 130 mètres, arrivait à cette époque un bon nombre de pèlerins provenant de partout pour demander prédiction à la Sibylle. Nous avons souvent rappelé le mécénat des rois Bourbons. En effet, les rois qui ont gouverné Naples de 1700 à l'unité d'Italie se sont distingués par leur amour pour l'art et les belles choses. Il n'y a rien de surprenant donc que lorsque Charles III décida de construire une demeure, il voulut se lancer dans une très grande entreprise. Et il choisit comme lieu Caserte, près de Naples, un endroit agréable et approprié pour la chasse. Le roi chargea un grand architecte, Luigi Vanvitelli, de la construction d'un palais digne de Versailles. L'art de l'architecte et les grandes possibilités économiques ont permis d'édifier l'une des constructions les plus grandes et spectaculaires de tous les temps. Le palais, qui compte 1200 chambres et 1800 fenêtres, a 5 étages et est situé dans un parc merveilleux qui s'étale sur 3 km de longueur. Le parc est embelli d'une fontaine colossale, ornée à son tour de groupes de marbre, naissant d'une cascade artificielle alimentée par un aqueduc construit tout exprès. Le spectacle continue. Nous allons visiter les appartements royaux. On a l'impression de revivre les fastes et la richesse d'une époque mythique. La salle des audiences, les grandes fresques, les immenses lampadaires, les meubles très précieux, les salles de bain avec eau chaude et froide. Une richesse et un faste magiquement construits dans un équilibre artistique et de bon goût qui laisse bouche bée.
Nous ne pouvons certainement pas conclure notre visite au golfe de Naples sans débarquer sur les célèbres îles qui l'encerclent. Ici, nous volons sur Capri, la plus petite, mais d'une telle splendeur que depuis des dizaines d'années, elle est visitée et aimée des célébrités du monde entier. Commençons notre promenade par la Grotte Bleue, très célèbre elle aussi.
rentrés au port, nous prenons ensuite le confortable funiculaire pour arriver place Umberto Ier, célèbre petite place, fameuse pour sa mondanité et qui a été définie petit théâtre du monde. Mais l'île doit être vécue calmement, fuyant le serpentin des touristes qui voyagent sans s'arrêter, flânant dans les ruelles qui conduisent à la découverte de coins toujours nouveaux. Le château du Castiglione. Et encore, la chartreuse de San Giacomo et la somptueuse villa que le célèbre écrivain Corso Malaparte se fit construire sur les rochers de Punta Massulo. Nous pouvons trouver aussi un moment de paix dans les ravissants jardins d'Auguste. Et si nous nous penchons du belvédère, nous pouvons découvrir la petite route construite par le baron Krupp pour rejoindre Marina Piccola. Fascia argento sotto i faragliuna un mistero in stanotte chiara notte silenzio e mo che sta canzone Et pourquoi ne pas conclure notre promenade en prenant le télésiège pour faire une merveilleuse excursion sur le point le plus haut de l'île, Monte Solaro, où nous attend une vue spectaculaire de l'île et des célèbres faraglioni. Mia che sta scelata e fa l'annamora una bugia tu luna tu luna bugiarda fammi passare pena e gelosia fa cannella fosse tutta mia tu luna tu luna che presa. Depuis toujours, Procida est considérée la Cendrillon des îles napolitaines, car on dirait qu'elle fait tout, au contraire de ses consoeurs plus grandes célèbres dans le monde, pour rester en dehors du flux touristique international, et je dirais même chaotique. En effet, depuis toujours, l'île vit une existence discrète, presque pudique, honteuse de montrer ses beautés naturelles, qui sont nombreuses et séduisantes. Les habitants de Procida, de grands hommes de mer, ont toujours su profiter de leur âme marine. Les plus grands capitaines au long cours que l'Italie a jamais eus sont partis d'ici. Une véritable et propre flotte d'hommes de mer de premier ordre ont traversé les mers du monde entier. C'est donc une île hors du commun, qui déteste la mondanité
et c'est offrir des coins enchantés et des moments de relax à tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à la foule et au stress. Nous voulons conclure notre voyage dans le golfe de Naples sur la dernière des 3 îles qui la complètent, Ischia. La célèbre île verte dispose d'un équipement touristique hôtelier exceptionnel, 300 chambres d'hôtel environ de chaque catégorie. Elle saura donc offrir au touriste le plus exigeant tout ce qu'il peut désirer. Des côtes et des plages extraordinaires, des pinèdes et des parcs, de douces collines et même une petite montagne, l'Epomeo. La mondanité la plus exclusive et des coins de tranquillité totale, même le 15 août. Et sans oublier les célèbres thermes qui en ont fait l'un des lieux de cure plus plaisants et efficaces d'Europe. De toute façon, la visite sera fascinante en commençant par le port d'Ischia, le centre le plus animé de l'île. Par contre, Ischia Ponte est plus tranquille. Nous y trouvons la célèbre image du château aragonais qui se trouve à l'endroit où Jérôme de Syracuse avait édifié auparavant une imposante forteresse.
Nous poursuivons notre visite et nous rejoignons Casamicciola. La petite ville est l'une des plus vieilles stations thermales. C'est un endroit tranquille et salutaire, idéal pour des séjours qui refusent la rapidité et le stress. Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, ce lieu subit un tremblement de terre dont les Napolitains se souviennent certainement. Un dicton populaire assimile le nom de la petite ville à une catastrophe inévitable. De nos jours, le tremblement de terre de Casamicciola n'est qu'un souvenir et le centre est renommé pour ses hôtels, un très beau port commercial et touristique et pour les célèbres fabriques de céramique artistique, une activité séculaire qui rend honneur à l'artisanat de l'île. Nous poursuivons notre périple le long d'une splendide route littorale et nous arrivons à Lacco Ameno. Peu de temps après la guerre, Lacco Ameno était un petit village de pêcheurs. Et avec l'arrivée d'Angelo Risoli, le grand éditeur considéré l'un des mécènes de l'île, c'est devenu l'un des centres de la mondanité italienne. Et nous arrivons à Forio, la ville certainement plus aimée des étrangers, à la recherche de tranquillité. Ici, les invités ne veulent pas entendre parler d'hôtels de luxe et de piscines. Ils demandent que l'harmonie des lieux soit respectée et que le tempérament naturel des habitants puisse s'exprimer tout bonnement. Donc, Forio est resté identique au passé. Un grand port, une ville qui s'écoule dans l'indifférence et dans la tranquillité, des hôtels simples et propres, des espaces pour jeunes et moins jeunes. C'est une vie de mer totale, vécue sur d'amples plages ensoleillées. San Francesco, Chitara. Vous y trouverez un endroit qui possède d'exceptionnels centres thermaux, les jardins de Poséidon, un ensemble de dizaines de piscines thermales de toute température installées dans un cadre merveilleux sur la belle plage de Chitara.
Et enfin, nous trouvons Sant'Angelo, un bourg de marins difficilement comparable aux autres bourgs de l'Italie et de l'étranger. Un petit port minuscule et accueillant, entouré d'un groupe de maisons colorées, un microcosme de paix et de tranquillité, d'une beauté poignante, où le temps semble s'être arrêté, et où, sans se presser, on circule à pied ou sur de vieux mulets, comme dans le passé. Notre voyage à travers la planète Ischia s'achève à Ischia Ponte, la nuit de Sant'Anna, la fête la plus fameuse de l'île. Ce soir, toute l'île est en fête, dans l'attente de voir les extraordinaires chars flottants qui défileront d'une manière solennelle sous la majestueuse ombre du château. Chaque char est orné de façon différente et pompeuse, sans oublier les reconstructions exceptionnelles des scènes de vie de Naples. Le spectacle est suggestif, et l'odeur de la mer, bien qu'elle soit contaminée pour un instant par les feux d'artifice, est toujours forte, comme nous rappelle cet endroit merveilleux de l'Italie, qui nous fait repenser aux soirées du passé, avec un peu de nostalgie.